Celle-là, par exemple. Celle-là, celle qui vous laisse complètement face à l'abîme. Ouais. Ce qui est bien avec un journaliste, c'est qu'il vous prend par la main. C'est lui qui vous met sur la route des réponses, quelque part. Et là, de ne pas nous orienter, d'être sans question, qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve comme réponse? Bah, de deux choses. Déjà, la vie que je menais à l'époque, c'est-à-dire depuis 3 ans, je suis en tournée. Je suis en tournée avec des pièces de théâtre qui m'ont amené aux 4 coins de l'Hexagone. Et finalement, en quittant Paris, la manière que j'ai d'appréhender la ville, qui m'a permis d'écrire Métronome et de surtout décrypter, d'appréhender Paris, me rassurer dans Paris et faire de Paris quelque part ma chambre à coucher, eh bien j'ai reproduit la même méthode pour Hexagone. Je me suis retrouvé à Nantes, à Strasbourg, à Lille, et j'ai voulu savoir ce qui se cachait derrière ces réalités géographiques, ces constats géographiques, ce tissu urbain, quelles étaient les énigmes qui avaient amené cette réalité-là, quoi. Donc comment elles ont été enfantées. J'ai fait la même chose que pour Métronome. J'ai pris la route comme j'ai pris le métro pour comprendre et décrypter cette histoire et surtout, au-delà de ça, l'histoire de France. Ah, moi, c'est un livre d'histoire géo. C'est vraiment comme à l'école, c'est d'histoire géo, c'est un constat géographique et je remonte le temps à partir de la réalité géographique parce que je veux montrer aux gens qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire partout. Dans nos trajets les plus insignifiants, quoi. Pour aller au boulot ou aux impôts, vous avez rendez-vous si vous le désirez avec l'histoire de France. En fait, j'ai écrit en tournée, parce que je traverse les villes pour une époque précise. Mon livre, en fait, c'est l'histoire de France au gré des routes, une route par siècle. Et les villes sont comme des villes-étapes, où la ville d'arrivée d'un siècle sera la ville de départ du siècle d'après. Donc par exemple, pour Montpellier, ça a été le 4e siècle, le 5e, 4e siècle, le 4e siècle, 3e siècle. Donc il fallait que je trouve des récits, des livres qui traitent de ces époques-là précisément. Et à partir de ce que j'ai vu, de ce que je voyais, j'écrivais et j'envoyais ces notes à Emmanuel Eman pour qu'il corrobore tout cela, qu'il le valide, qu'il le vérifie avec d'autres sources qu'il pourrait avoir, ou en tout cas dans des bibliothèques pour vérifier par rapport à ce qu'on m'a dit. J'allais dans les musées d'intérêt locaux, on me conseillait d'autres lectures, et donc je les comparais avec celle-là pour asseoir la véracité de ce que j'avançais. Donc c'était comme un sparring partner. C'est lui qui recevait tout dans le visage pour tout digérer et tout voir si tout était valable. Parce que je me devais d'être incontestable dans ce que j'avançais. Encore plus que pour le précédent, que pour Métronome. Pourquoi je commence par la voie héracléenne? C'est que Auguste Comte disait qu'il n'y a pas de science première, il y a des mythes premiers. Nos vérités se sont construites dans la comparaison de conjectures, dans la mise en conflit de conjectures, d'hypothèses. Donc petit à petit, on s'est débarrassé du mythe pour avoir la réalité, la vérité scientifique. Donc pour commencer un livre sur l'histoire de France, qui tend vers la vérité historique, il fallait aussi commencer par les mythes fondateurs, les premiers mythes, qui sont très instructifs et qui, je pense, ne sont pas à dévaluer quand on a acquis un certain degré de science et de savoir, dire bah voilà, le mythe, ça valait, c'est un peu comme les enfants qui croient au Père Noël, c'est plus valable. Au contraire, je pense que ça nous renseigne énormément. Donc il fallait commencer avec un mythe fondateur, et peut-être le premier pionnier, le pionnier des routes de l'Hexagone, à savoir Hercule, qui, selon Homère, traverse les routes de l'Hexagone avec le troupeau de Gérion dans son 10e travail. Donc c'était pour moi logique, c'était une entrée dans l'histoire. En plus, Homère, c'est les Grecs, et je fais commencer mon histoire de France. S'il peut y avoir un point zéro à l'histoire de France, je la fais commencer avec la création de Marseille avec les Grecs. Donc voilà. Et c'est aussi avec l'écriture. Les Grecs ont amené l'écriture. Et qu'est-ce que l'écriture? Eh bien, c'est l'historiographie, c'est la première trace, la première source pour pouvoir avancer des hypothèses historiques qu'on veut valides et vraies. Mais ça a été un élément fédérateur, par exemple, pour Clovis. Clovis qui aurait dû être vaincu par les Visigoths. Les Visigoths étaient 1000 fois plus puissants que Clovis. Et Clovis a triomphé parce qu'il a su attraper l'Empire romain en pleine déliquescence et les derniers restes d'administration étaient avec les paroisses, avec les églises et avec les chrétiens.
Et donc il a attrapé la religion chrétienne pour finalement rayonner davantage, avoir des alliés supplémentaires pour vaincre les Visigoths. Ça a été effectivement là un élément fédérateur. Sans la religion, certainement que la France ne s'appellerait pas France, puisqu'elle n'aurait pas repris le nom des vainqueurs francs de Clovis. Peut-être qu'elle serait plus arienne, de la religion des Visigoths, et visigothique. Il y aurait peut-être un énorme empire visigothique qui passerait par-delà les Pyrénées et qui irait jusqu'à la Loire, entre la Loire et le Rhône. C'est fort probable. Ouais, je comprends pas comment Aigues-Mortes ne fait pas partie des plus importants sites de France. Moi qui, alors c'est mon expérience personnelle, j'ignorais l'existence d'Aigues-Mortes jusqu'à il y a quelques années. Et quand je me suis retrouvé nez à nez avec cette forteresse perdue dans les sables là face à la mer, qui manifeste si bien l'échec des croisades de Saint-Louis, je ne comprends pas que ce ne soit pas un monument aussi exceptionnel et aussi retentissant et médiatique et public et reconnu que le Mont-Saint-Michel ou Carcassonne. Pour moi, Aigues-Mortes, c'est plus impressionnant que Carcassonne. Carcassonne, en plus, a été complètement dénaturé au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Aigues-Mortes, au contraire, a été très peu retouché. On a vraiment face à nous une forteresse, un château fort du XIIIe siècle. Vous êtes nez à nez avec Saint-Louis, quoi. C'est là le dernier endroit qu'il a fréquenté, la dernière nuit qu'il a passée sur l'Hexagone avant d'aller mourir à Tunis. C'est le dernier endroit, c'est un endroit majeur. C'est un livre d'histoire géo. C'est pas un guide du routard parce que c'est plus qu'un guide. Le guide viendra si le succès lui prête vie. Je ferai une version illustrée qui donc sera beaucoup plus digeste, où on n'entrera pas dans les détails, on sera moins dans l'histoire et dans le récit, on sera plus dans l'invitation touristique à découvrir les lieux évoqués dans le livre. Donc c'est un livre d'histoire géo. Et le guide touristique viendra l'année prochaine. À Montpellier, c'est Rémi Gaillard. J'adore Rémi Gaillard. Mon héros, pour les routes, je dirais Louis XI. Parce que même si c'est quelqu'un, il est fortement décrié comme roi, je considère que c'est le premier qui a eu une vue centrale des routes. Et on n'avait pas vu ça depuis les Romains. Donc pour la France, pour l'Hexagone, pour finalement la scène, le côté sain et fonctionnel et vivable de ce pays, on le doit à Louis XI parce que le pays, c'est comme un corps humain. Pour que ça fonctionne, pour que ça circule, pour être bien renseigné, il faut de la circulation, il faut de la communication. Et les routes, qu'il a été le premier un petit peu à pérenniser et à créer avec un pouvoir centralisé à longue échelle, c'est le réseau des relais de poste de Louis XI, qui date de la fin du XVe siècle, qui met enfin fin à toute cette période incertaine et troublée de 1350 à 1450. La Renaissance est passée par la route. Et c'est à Louis XI qu'on le doit, et c'est pour moi la colonne vertébrale de ce grand corps qui s'appelle la France. Ça va, c'était clair? C'était un peu long, hein. Je suis très long. Plus je vais dans le sud, plus je suis long.